On va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle les risques de transition. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion, mais comme Hélène l'a dit, j'ai inventé la fresque du climat et forcément j'ai été amené à l'animer dans un certain nombre de contextes, y compris devant les COMEX de très grandes entreprises. Et dans la fresque du climat, en deuxième moitié, il y a un petit débat, un débrief. Et au cours de ces débriefs, systématiquement, quand j'étais devant des décideurs, je les challengeais sur ce que voulaient dire les risques de transition et est-ce qu'eux avaient commencé à y réfléchir. À mon grand désarroi, la plupart du temps, j'ai devant moi des gens qui confondent avec les risques physiques. Donc les risques physiques, c'est l'impact du changement climatique sur mon activité. Hein. J'ai un entrepôt qui est inondé, une récolte qui est cramée par la sécheresse, voilà. Ou alors ils confondent avec le fait d'avoir un plan de décarbonation. Oui, on a des engagements SBTI de réduction, etc. Alors non, ce n'est pas ce dont je vous parle. Moi, je vous parle des risques de transition, c'est-à-dire si la transition a lieu, qu'est-ce qui va se passer pour votre entreprise? S'il y a un prix du carbone, s'il y a une interdiction pour certains produits, etc. Donc ça, cette question-là, elle est assez peu appréhendée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de décideurs qui ne comprennent même pas la question, et pourtant il va falloir s'y mettre parce que je pense que c'est quelque chose de très important. Pour vous convaincre que les risques de transition sont la question qui devrait nous préoccuper à l'avenir, je vais faire un petit détour par ce qu'on appelle jusqu'ici la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Derrière ce terme, il y a un certain nombre de notions et il y a quelquefois peut-être une incompréhension autour de ce que doit être la responsabilité sociétale des entreprises. En gros, on s'imagine aujourd'hui que les entreprises vont sauver le climat avec leurs petits bras musclés. Eh bien, désolé de vous décevoir, mais ce n'est pas ce qui va se passer. Aujourd'hui, il y a des patrons qui, sous la pression de leur directeur ou directrice RSE depuis des années, qui rament contre le courant, ont fini par décider, OK, de prendre des engagements pour réduire leurs émissions de CO2. Et en plus, ils ont fait certifier leurs engagements par SBTI, Science Based Target Initiative. Le nom SBTI, il déjà mériterait le prix Nobel de marketing. C'est sérieux, ça fait sérieux, c'est sérieux sur le plan scientifique, business et tout, ça passe, c'est bien. J'adore SBTI, je ne suis pas en train de les critiquer. C'est une initiative qui est fondamentale, qui aura beaucoup aidé à faire avancer les choses. Mais donc, on est dans cette idée que les entreprises vont réduire leurs émissions de CO2 et sauver le climat sur leur budget. Ce n'est pas l'objet social d'une entreprise que de sauver le climat sur son budget. Et en ce moment, on est dans ce moment qu'on pouvait prévoir depuis pas mal d'années, où on est en train de s'en rendre compte. Donc le patron qui a enfin pris des engagements hyper ambitieux sous la pression de son responsable RSE est en train de se rendre compte que ça coûte cher. Parce que après les engagements, vient le moment où il faut les tenir. Voilà. Et là, c'est le drame. Parce qu'on se rend compte enfin que ça coûte de l'argent. Alors, il y a bien des réductions de CO2 qui sont intéressantes. Il y en a qui consistent à économiser de l'énergie, et ça s'amortit, c'est rentable. On ne l'avait juste pas fait parce qu'on n'avait pas le courage, ça nécessitait de changer des habitudes, on avait la flemme, on ne l'a pas fait. Bon, ok, on va le faire. C'est rentable, on le fait. Quelquefois, ça ne coûte pas cher. On met une ruche sur le toit, ça coûte 1 000 €. On dépense 10 000 € dans la com pour en parler. J'exagère à peine. Mais quand on rentre dans le dur, on va changer de technologie. Je suis un gros industriel, j'ai un four qui marche au gaz, je vais passer à un four à arc électrique ou à induction, qui va faire beaucoup moins de CO2, mais qui coûte beaucoup plus cher. Voilà. Je suis un bailleur social, je dois renouveler toutes les chaudières de plusieurs barres de HLM. Je vais m'engager sur 15 ans. Est-ce que je prends une PAC ou je continue au gaz? Voilà. Le jour où on prend des décisions comme ça, on engage notre entreprise sur un certain temps et du coup, il va se passer, il ne se passera pas la même chose suivant le scénario que va choisir de suivre l'humanité. Donc, ce n'est pas les entreprises qui doivent, avec leur argent, sauver le climat. Pour que ça fonctionne, il faut changer les règles du jeu. Il faut faire en sorte d'aligner les intérêts de la planète avec l'intérêt des entreprises. Tant qu'on ne fait pas ça, on n'est pas au bon niveau. Changer les règles du jeu, ça veut dire quoi? Vous allez apprendre un truc là, moi j'ai appris ça tout à l'heure, on est dans un stade de foot. En 1883,
comment dire, la fédération anglaise de football a introduit la règle du hors-jeu. Voilà. Bon. Donc avant, on avait le droit de rester planté près du but pendant que les petits copains étaient en train de courir, et puis le jour où le ballon arrive, c'est un peu trop facile, on met un but. Voilà. Quand on a changé cette règle et qu'on a introduit le hors-jeu, est-ce que les équipes ont râlé? Est-ce qu'elles ont dit « Oh ouais, ça va être vachement plus dur de marquer des buts ?» Peut-être, mais pour les autres aussi. Donc si on change une règle du jeu pour moi et pour l'autre, tout va bien. Les entreprises n'ont pas de problèmes fondamentaux à ce qu'on change les règles du jeu, du moment que c'est les mêmes règles pour tout le monde. Voilà. Et c'est ça qu'il va falloir faire. Il va falloir accompagner cette transition de changement de règles du jeu profond, donc un prix du carbone par exemple, des obligations, des interdictions, etc. Et c'est à ce prix-là seulement que les choses vont pouvoir changer. Et ça, c'est de l'ordre du politique. Ça ne relève pas de la décision des entreprises. Alors, du coup, quel est le rôle des entreprises dans cette transition? Eh bien, leur rôle, c'est justement de s'intéresser aux risques de transition. Je suis un patron, je dois prendre une décision, je dois renouveler par exemple toutes ces chaudières et j'en ai pour 15 ans, je m'engage sur 15 ans. Quand je prends une décision comme celle-là, que j'en sois conscient ou pas, je le fais sur la base de l'image que je me fais du futur. Donc, mettons que le choix entre le gaz ou la PAC sur ce choix précis, il dépend du prix du gaz à l'avenir, et le prix du gaz lui-même peut dépendre du prix du carbone à l'avenir, puisque le gaz, c'est carboné. Mettons que mon pari, ça va être, alors je n'ai pas fait de calcul, mais mettons que c'est intéressant de passer à la pompe à chaleur à partir du moment où le carbone dépasse 100 € la tonne de CO2 en 2028, par exemple. Eh bien, je décide ou pas d'aller vers cette technologie si je crois que le prix du carbone dépassera 100 € la tonne en 2028. Voilà. Et quelquefois, je n'en suis juste pas conscient. Je prends une décision sans trop savoir, mais de ma décision, on peut déduire par induction quelle est l'hypothèse sur laquelle je me suis basé, consciemment ou pas, sur le futur. Donc c'est ça qui va se passer. Donc, les patrons ont comme responsabilité d'étudier les risques de transition. Et au moins, le terme de risque, ça leur parle. C'est leur métier de gérer des risques tous les jours. Il y a des métiers où c'est plus ou moins le vocabulaire courant, mais dans la finance, c'est clairement le cas. La gestion du risque, c'est un département entier, et c'est le titre d'un directeur du COMEX. Et puis il y a d'autres métiers où on en parle moins. Mais en tout cas, ça reste dans le vocabulaire des entreprises. Donc, je vais réfléchir au risque de transition pour mon entreprise. Qu'est-ce que je fais? Je vais demander à un consultant de venir m'aider à monter un groupe de travail là-dessus. Et si je suis une grosse boîte, je demande à un gros cabinet de conseil de m'aider là-dessus. Donc ce cabinet de conseil, il va dire, OK, risque de transition, donc risque. Qu'est-ce que j'ai comme nomenclature là-dessus? ISO 30000, ok, je vais prendre l'ISO 30000, je l'ouvre, je la regarde, et quelle est la définition d'un risque? Alors un risque, c'est un aléa qui peut impacter mon entreprise, donc par exemple le prix du carbone qui passe au-dessus d'un certain niveau alors que je vends des produits carbonés. Un aléa, je dois faire une évaluation de la gravité de cet aléa, et je dois faire une évaluation de sa probabilité. Et puis ensuite, je vais voir si, en multipliant les deux, je fais l'espérance mathématique de la gravité et l'impact financier fois la probabilité, l'espérance mathématique me donne un résultat, je compare ça avec un autre scénario, et puis à la fin, j'ai un résultat et je peux trancher. Voilà. Si le résultat relève que c'est matériel, c'est-à-dire que ça aura un impact sur mon business model, sur mon PNL, à ce moment-là, je dois regarder de plus près ce risque et je dois faire en sorte de limiter ma vulnérabilité, de limiter mon exposition à ce risque ou ma sensibilité à ce risque. Ok, donc on part là-dessus. On arrive à mesurer la gravité de cet aléa. Et maintenant, quelle est la probabilité? Quelle est la probabilité que le CO2 dépasse 100 € la tonne de CO2 avant 2028? Je ne sais pas. D'ailleurs, si vous lisez les rapports du GIEC, le GIEC a défini 5 grandes familles de scénarios. Donc les scénarios du haut qui cassent le climat, les scénarios intermédiaires, et puis dans le bas, des scénarios qui permettent de rester en dessous de 2 degrés, voire 1,5 degré. Et le GIEC dit explicitement, on ne peut pas affecter de probabilité à l'occurrence de ces scénarios.
C'est écrit dans le rapport du GIEC. Et c'est très clair. Si on réfléchit, c'est logique. Comment est-ce qu'on pourrait donner une probabilité à un événement qui dépend de la décision de l'humanité? C'est totalement impossible. Il en est de même pour n'importe quelle probabilité qui concerne la transition énergétique. Les risques de transition, on ne peut pas les manipuler comme des risques habituels puisqu'on ne peut pas leur affecter de probabilité. Alors, le consultant qui a sorti sa belle méthodologie ISO 30000, qu'est-ce qu'il fait? Et là, je vous promets que je l'ai vécu. Il vous répond, ben, s'il n'y a pas de probabilité, on affecte la même probabilité à chaque scénario. Mettez-vous à sa place. S'il ne fait pas ça, il peut prendre sa belle méthode et la mettre à la poubelle. Voilà. Donc on fait ça? Ben non. Je suis désolé, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas dire, à défaut d'une probabilité, je mets la même probabilité à tous les scénarios. C'est philosophiquement impossible. Voilà. Donc, on prend la belle méthodologie, on la met à la poubelle, on ne peut pas appliquer la gestion habituelle du risque sur les risques de transition. Alors, comment on fait? C'est bien beau d'avoir dit on ne peut pas, maintenant il va falloir trouver une autre solution. Quand on doit prendre des décisions qui engagent notre entreprise sur un temps significatif, 5 ans, 10 ans, plusieurs décennies, alors on est obligé de faire un pari sur l'avenir. Et c'est un pari. Voilà. Quand on fait la gestion du risque, on n'utilise pas le terme de pari. On sort des beaux tableurs Excel, on calcule les espérances mathématiques et on compare des impacts matériels sur notre PNL. Là, on oublie ça. On va faire des calculs. On va faire les calculs de à partir de quel prix à la tonne de CO2 est-ce que mon concurrent, qui a une solution moins carbonée mais plus chère, va remporter tout le marché européen et me passer devant. Voilà. Ça se calcule. On peut calculer qu'à tel prix de CO2, il devient plus compétitif que moi. Mais on ne peut pas calculer la probabilité pour que ça arrive. Donc, les décideurs vont devoir endosser un nouveau rôle. Jusqu'ici, ils étaient des gestionnaires. Ils vont devoir endosser un rôle d'entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui prend des risques, et un rôle de capitaine de navire. C'est-à-dire qu'ils vont devoir décider qu'ils vont baser à partir de maintenant toutes leurs décisions sur une hypothèse qui concerne le futur, par exemple une hypothèse de transition, ou à la limite une hypothèse de business as usual. Ils peuvent tout à fait dire la transition, je n'y crois pas, moi je pars sur autre chose, on va arrêter de faire du greenwashing, là on assume que la transition n'aura pas lieu. Ou alors, au contraire, moi je crois, et j'ai envie de croire à ça, parce que j'ai des enfants, parce que je ne peux pas me lever le matin si je ne crois pas à ça, je crois que la transition va avoir lieu, à tel niveau, voilà, je pense qu'on va suivre un scénario 2 degrés, allez, 2 degrés 2, parce que 2 degrés, j'y crois pas, à la limite, peu importe, je décide sur quel scénario je me base, j'en déduis des choses concrètes pour mon activité, comme par exemple une trajectoire de prix du carbone, et ensuite, c'est parti, on va piloter l'entreprise sur la base de ces hypothèses. Et donc, comme je vous disais, les patrons vont devoir devenir des capitaines de navires qui décident de donner un cap et puis ensuite d'embarquer toutes leurs équipes dans cette direction. Parce que sur un navire, si tout l'équipage ne suit pas le capitaine, ben on va dans les cailloux. Et là, je vous laisse deviner la tronche des cailloux. Voilà, merci pour votre attention.